السادة الضيوف، شكرا على تلبية هذه الدعوة. Je vois que certaines personnes hochent de la tête, je vais parler en français, comme ça vous allez peut-être, parce qu'il y a beaucoup de citations, etc., donc ce serait tout à fait logique. Je vais vous parler de... J'aurais pu parler d'autres sujets, mais on m'a demandé de parler de l'histoire de la médecine, en Algérie bien sûr, de l'Antiquité à nos jours. C'est un sujet qui est très vaste, donc je vais essayer de faire un survol. Autrement, ça va prendre des heures, mais s'il y a des questions à la fin qui éventuellement se posent à vous, vous pouvez les poser et j'essaierai de vous répondre. C'est vrai que souvent on me pose la question, comment se fait-il qu'un pédiatre s'intéresse à l'histoire de la médecine? C'est pas dans la rationalité, c'est pas dans la logique. On aurait peut-être vu quelqu'un d'un département d'histoire, des universités d'Algérie, il y en a beaucoup, peut-être au niveau du CRAS, peut-être au niveau d'autres endroits, mais pas un clinicien. En fait, ce qui s'est passé en 1999, j'étais aux États-Unis dans une université pour un cycle d'immersion. Et la bibliothèque était tellement grande, c'était à Seattle University, ça s'appelait l'université George Washington. Donc je commençais à marcher, je me suis donc perdu dans les petites ruelles de cette librairie. Et puis de loin, je vois des lettres arabes. Donc je me rapproche, et c'était un peu le coin où il y avait l'histoire, notamment de la médecine. Et puis je commence à feuilleter des livres, histoire de la médecine en Tunisie, histoire de la médecine en Égypte, histoire de la médecine en Syrie, etc. Au Maroc, mais nulle part il y avait en Algérie. Je prends donc le livre de l'histoire de la médecine en Tunisie, d'Ibn Millet, et je commence à feuilleter des pages. À la fin, il dit, voilà, j'ai retrouvé quelques noms qui pourraient être éventuellement des médecins d'Algérie. Je les cite pour toute utilité, et peut-être qu'il y aura quelqu'un qui s'intéressera au problème. C'était en 99, il n'y avait pas encore Internet commençait à peine. Et j'avais par chance mon frère, mon jeune frère qui était là-bas, qui travaillait sur un sujet de doctorat en architecture. Donc il avait pris la casse-voix comme modèle, et donc il avait quelques livres, et avec sa carte j'ai pu emprunter des livres. Et puis aux États-Unis c'est plus facile, vous demandez n'importe quel livre, même s'il est en France, vous attendez 2-3 semaines, vous l'avez, donc c'est assez facile. Et je suis revenu avec un attaché-caisse plein de photocopies, 20 kilos de photocopies. Et c'est comme ça que j'ai fait donc le livre sur l'histoire de la médecine, pour répondre à un besoin et pour combler un vide. C'était pas tellement, moi j'étais pas prédisposé en quelque sorte, mais j'ai considéré ça comme un défi que j'ai relevé à cette époque-là. Alors cette histoire-là de la médecine est une histoire assez tourmentée. Peut-être que la phase antique, la phase romaine, est un peu connue. Pourquoi? Parce que les Français ont beaucoup travaillé. Il y avait même des détachements, il y avait des bataillons de l'armée française chargés de régénérer la Rome antique. Donc chaque fois qu'il y avait des traces ou des ruines, donc ils se déplaçaient, il y avait des militaires qui se déplaçaient pour remettre ça à l'ordre du jour, ils ont créé des musées, etc. Et c'est très connu, donc vous avez ici une des épitaphies qui a été retrouvée et qui montre un médecin en train d'examiner, en touchant le pouls, en prenant le pouls du malade pour un peu voir ce qu'il a. Mais cette médecine-là de l'Antiquité ou de la partie romaine, donc des premiers siècles, était une médecine marquée par un peu la sorcellerie. Et donc souvent on donnait peut-être un médicament, mais avec des incantations. Le meilleur exemple, c'est peut-être l'Andor d'Apollinaire, qui est considéré comme l'un des plus grands romanciers, puisqu'il a écrit un roman, mais penseur de cette époque-là, du IIIe siècle, du IIe siècle, du IIIe siècle, qui est plein de choses, de sorcellerie, etc. Mais il le fait également dans d'autres livres qu'il a. Les gens croyaient en Esculape,
qui fait partie de la mythologie grecque, mais qui a été adopté par les Romains et sa fille Hygie. Donc, on a retrouvé, par exemple, 42 statues d'Esculape en Algérie et 11 statues d'Hygie en Algérie. Donc, vous voyez que c'était quelque chose qui existait réellement. Et malgré ça, il y a eu quelques médecins berbères qui, donc disons des médecins autochtones, qui ont pu être formés et qui ont travaillé notamment à Annaba, qui s'appelait à l'époque Hippone. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout l'histoire de la phytothérapie lorsqu'on sait que Juba II, déjà au 1er siècle, a écrit sur les plantes et notamment sur une plante qui s'appelle Euphorbia. Il a écrit également, on lui doit, ou plutôt il y a un arbre qui porte aujourd'hui son nom. Ensuite, il y a, comme je l'ai dit, Apuleius Mador, et il y a eu d'autres médecins également qui ont parlé des plantes médicinales. C'est pour dire tout simplement qu'Algérie est déjà un pays millénaire en matière de plantes médicinales, et c'est dommage que cette spécialité soit aujourd'hui occultée, marginalisée, on la laisse au charlatan, alors qu'on devrait, comme dans les pays européens, peut-être l'intégrer au niveau de l'enseignement supérieur. Donc c'est un autre défi dont il faut parler. La seule chose qui est intéressante à citer durant cette période-là, c'est peut-être l'organisation de la médecine au niveau d'Hippone de Annaba. C'est une organisation particulière parce qu'elle était gérée, administrée par la mairie, donc par de Annaba, donc d'Hippone de l'époque, et donc la mairie envoyait des médecins qui allaient chez les pauvres pour les consulter et leur donner un traitement. Ça, c'était un peu particulier. Il y avait une formation également, aussi bien de médecins que de sages-femmes, à Hippone, au 2e et 3e siècle de notre ère. Bien sûr, l'hydrologie, surtout les bains et les terres, était quelque chose d'important qui était ajouté, si vous voulez, à la phytothérapie, c'est-à-dire aux plantes, et qui représentait l'essentiel de la thérapeutique à cette époque-là. Je cite quelques médecins uniquement pour information. Vous voyez qu'ils ont tous des noms romains, mais la plupart étaient des berbères, notamment Priscianus, qui était l'élève de Valdicianus, Silius du 5e siècle, qui lui s'est spécialisé, donc qui a étudié en grec, et c'est lui qui a traduit beaucoup d'œuvres du grec au latin, parce que le latin était la langue utilisée au 3e, 4e siècle. D'ailleurs, tous les écrits de Saint-Augustin sont en latin, et il a écrit beaucoup sur la médecine. Et bien sûr, d'autres médecins que je passe rapidement. Alors, lorsqu'il y a eu, bien sûr, l'arrivée des premiers éléments musulmans, ensuite l'installation des musulmans, vous savez que les armées à cette époque-là, musulmanes, étaient essentiellement composées d'hommes. Et donc, lorsqu'ils sont venus, ils se sont mariés localement, parce que lorsqu'ils partaient d'Arabie, c'était rare qu'ils revenaient jusqu'en Arabie. Donc, généralement, ils s'installaient, ils se mariaient, restaient là. Et donc, il y a eu un développement d'une nouvelle culture basée sur l'hygiène et la médecine prophétique. Et c'est comme ça que les choses ont commencé à changer. On a commencé à séparer la sorcellerie de la médecine. Et on a utilisé les hadiths du prophète, qui sont nombreux d'ailleurs, et qui versent tous pratiquement dans la prévention. Il y en a des dizaines et qui sont très importants. Par exemple, qui est un sujet très important jusqu'à présent, puisque aujourd'hui on sait que celui qui ne contrôle pas son plat, ou plutôt son estomac, ne peut pas contrôler sa santé. Il y a eu bien sûr des médecins, il y a eu également une médecine assez développée. Malheureusement, on n'a pas suffisamment d'éléments, parce que les mêmes bataillons de l'armée française qui ressuscitaient tout ce qui était romain ont tout fait pour effacer ce qui était musulman. Et également ottoman, on va le voir après, à titre d'exemple, puisque je cite le sujet, sur les 124 bey et dey qui ont gouverné l'Algérie, il y a un seul tombe.
c'est celui de Sidi Abdelrahman à Alger. Tous les autres ont disparu. Donc il y avait une réelle volonté d'effacer l'histoire récente et même ancienne de l'Algérie et de lier l'Algérie à l'époque romaine et de dire de toute façon vous étiez chrétien, il faut redevenir chrétien, ce qui explique ensuite les menées apologiques de Monseigneur j'ai oublié son nom de l'Algérie et des pères blancs, des sœurs blanches, etc. Mais malgré ça, donc on voit par exemple qu'Atialet, qui a été la première capitale du Maghreb après Qayrawan, donc avant Fès, puisqu'elle a été fondée avant, quelques années avant, à Tiaret, il y avait une bibliothèque qu'on appelle la Khizana al-Marsouma, qui contenait des milliers de manuscrits. Tout a disparu, bien sûr, mais il y avait également des médecins, et parmi les médecins qui étaient à l'époque chez les Rostémides, il y avait les médecins juifs qui étaient en relation avec les médecins juifs qui étaient à Qayrawan, et donc il y avait des allées et venues entre les deux dynasties en quelque sorte. Et vous savez qu'à l'époque, à Tunis, il y avait de grands médecins juifs qui officiaient dans l'arabe. Et il y avait bien sûr d'autres médecins, il n'y avait pas que des juifs, il y avait notamment Mohamed bin Saïd, qui était un descendant d'Abdelrahman bin Rostam, le fondateur de Tiret, donc de la dynastie Rostamide, Asim al-Sadrati, qui est venu par la suite lorsque il y a eu un déplacement de Tiret vers Sadrata avant de s'installer au sud. Ensuite, il y a eu, bien sûr, alors souvent les gens posent la question, ils vous disent, en Algérie, il n'y a pas eu, ça n'a pas été un pôle particulier de sciences. Mais en fait, l'Algérie, comme le Maghreb, c'était une zone entre deux pôles scientifiques, le pôle de l'Andalousie et le pôle de Bardel et le Caire par la suite. Mais on a eu de grandes personnalités scientifiques qui sont passées, qui sont restées un certain temps, comme par exemple Ibn Baïta, qui est considéré comme le père de la botanique médiévale, et qui est resté plusieurs mois, peut-être même plus d'un an, à Béjaïa en 1220. Il y a eu également les Délici, il y a eu également de grands noms, il y a eu Saladin Bouchatib, etc., qui est resté à Tunis, comme ça, et qui est parti également à Béjaïa, etc. Donc, et parmi ces médecins-là, on s'étonne que ce ne sont pas simplement des autochtones. C'est soit des Andalous qui sont venus s'installer à Bougie, soit des autochtones, c'est-à-dire des gens de Bougie, qui sont ensuite partis s'installer, notamment au Caire ou à Damas, où ils sont morts. Et ils ont développé un exercice sur place, ils ont ouvert donc une consultation, etc. Donc, il n'y avait pas de frontières. Tout l'empire musulman était considéré comme un espace ouvert et donc il n'y avait pas de choix. C'est pour ça que c'est faux de dire qu'il n'y avait pas de science en tel endroit, c'était uniquement des choix géostratégiques de l'époque. Il y a un Mejdali, bien sûr. Je citerai Ibn Dabas, qui était un homme extraordinaire, qui est venu s'installer d'Andalousie à Bougie. Et qui a été un enseignant, ses cours étaient très suivis, et un jour il a été invité par le prince de Qayrawan ou de Tunis pour le tester. Donc il a fait venir tous les médecins et il a essayé de lui poser des questions bien sûr difficiles, mais comme il a répondu à toutes les questions, il a fini par le prendre comme médecin principal chez lui. Donc c'est pour dire un peu ces personnalités particulières qu'on a eues. On a eu même des gens qui sont venus sauver d'Isfahan, comme Abou Abbas al-Jed, ou des gens qui sont partis, comme Ibn al-Boudour, qui est parti s'installer à Damas, où il est mort. Tlemcen également a été un pôle de rayonnement extraordinaire. Nous avons eu de grands médecins au niveau de Tlemcen, mais Tlemcen, comme Bougie, il y avait également une formation en médecine.
Et nous avons la preuve de cela, puisqu'un Égyptien est venu, il a passé 5 ans, il a appris sa médecine à Tlemcen, et en revenant au Caire, il a écrit un livre, c'est Al-Bast al-Khalid al-Masri, en 1464, il a écrit un livre où il a raconté qu'est-ce qu'il a appris, comment il a appris, quels étaient ses professeurs, etc. Donc ce n'est pas uniquement une vue d'esprit, comme on voulait nous faire croire les auteurs coloniaux. Je citerai également le rabbin Ephraim Ankoua, qui jusqu'à présent visitait, puisque tous les ans, lorsque cela le permet, les Juifs viennent lui rendre visite parce qu'il est considéré comme une personnalité particulière du monde des Juifs, et donc il y a un pèlerinage qui se fait. Ce rabbin Ankoua est un homme particulier, je sais bien que je vous raconte peut-être l'anecdote. Lorsqu'il est, d'ailleurs les Juifs disent qu'il est arrivé à Tlemcen sur le dos d'un lion. Actuellement un serpent à la main, etc. Il y a toute une légende sur ça. Et donc lorsqu'il est arrivé à Tlemcen, le fils ou la fille du prince de Tlemcen était malade et il avait consulté tous les médecins de la région, personne n'a pu la guérir. Alors il était vraiment abattu. Et lorsque Ankoua est arrivé, on lui a dit, voilà, il y a un médecin juif qui vient d'arriver d'Andalousie parce qu'il a été chassé. Son père a été brûlé en Andalousie, le père d'Ankoua. Et donc, il a fait appel à lui, il lui a dit, si je guéris votre fils, qu'est-ce que vous me donnerez? Il lui a dit, vous n'avez qu'à demander ce que vous voulez. Donc, il a guéri effectivement l'enfant, et on lui a dit ce que vous voulez. À l'époque, les Juifs habitaient en dehors du sort, donc de la citadelle de Tlemcen. Il lui a dit, vous nous donnez uniquement un espace pour la communauté juive à l'intérieur, et on va vous le tracer sur le dos d'une vache. Donc il a fait dépecer une vache, il a pris sa peau, et ensuite il a coupé en petites lanières, très fines lanières, ensuite il les a mis bout à bout, et ils ont fait, c'était à peu près 2 hectares, ça, donc, qui ont été donnés à la communauté juive. Vous voyez comment ils sont. Ensuite, donc, on passe à la période ottomane, vous voyez, je viens assez rapidement. La période ottomane est également particulière, ça a été un peu le point focal des auteurs français. Rien n'a existé pendant la période ottomane, pendant 3 siècles, c'était le vide le plus absolu. Et beaucoup d'auteurs algériens ont suivi les auteurs français en disant, effectivement, il n'y a rien. D'ailleurs, j'ai fait un livre dont j'ai montré la couverture à l'instant. Je l'ai présenté à Abou Qasim Sarda, je lui ai demandé de me faire la préface. Il m'a dit, il m'a regardé comme ça, je pense qu'il avait un peu de respect pour moi, il n'a rien dit, il a posé le livre sur le manuscrit sur le bureau, et puis 2 ou 3 mois plus tard, il m'appelle, il m'a dit, ça y est, c'est prêt votre préface. Et donc, je lis la préface, il dit, voilà, monsieur Intel m'a ramené un truc, comme je le respectais, et je me dis, et pourtant, c'est connu, la période ottomane, il n'y avait pas eu de médecine. Tous les auteurs sont d'accord sur ça. Alors, pourquoi il me ramène un manuscrit disant qu'il y a une médecine? Alors, il dit, bon, comme ça, par curiosité, j'ai tourné quelques pages, j'ai commencé à lire une phrase. Puis je suis revenu à la tête du chapitre, puis au début de la page, puis ensuite je suis revenu au début du livre, et j'ai lu tout le livre et j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses à ce moment-là. Effectivement, la période ottomane est une période assez particulière qui est caractérisée par son humanisme. Alger était une ville ouverte. Il y avait beaucoup de médecins diplômés des universités françaises et même anglaises et espagnols qui venaient ouvrir un cabinet et travailler à Alger. Il n'y avait pas un problème de devise, donc ils gagnaient de l'argent, ils partaient. Il y avait à l'époque la langue qui était la plus utilisée, la langue franque, c'est exactement la même langue pour ceux qui sont partis à Malte. C'est la langue qui est parlée par les Maltais aujourd'hui, donc c'est un mélange un peu d'arabe, de français, un peu d'espagnol, etc. Mais qu'on comprend assez bien. Et donc, à cette époque-là, il y avait et de plus, les autorités ottomanes ont autorisé l'installation d'hôpitaux pour les captifs. Donc il y avait des médecins espagnols et des chirurgiens qui sont venus. Et à un certain moment, il y avait 34, par exemple en 1584, il y avait 34 hôpitaux. Donc je cite un peu les références. À un certain moment, il y avait 70, mais en 1825, il y avait 2 hôpitaux encore.
Et ce qui est intéressant également, pourquoi je dis humaniste, Benjamin a fait une charte des hôpitaux qui était intéressante, dans laquelle il était précisé que toutes les marchandises qui arrivent au port d'Alger, il y avait un pourcentage qui était destiné au financement des hôpitaux chrétiens. Et ça, c'était. De plus, les médecins des hôpitaux chrétiens étaient autorisés à importer des médicaments de l'extérieur et même de l'alcool pour leurs malades. Donc, c'était autorisé pour les malades au niveau des hôpitaux. Vous voyez le niveau d'ouverture et d'humanisme qu'il y avait à cette époque-là. Bien sûr, il y avait également des hôpitaux. Il y avait un hôpital français à La Cale, parce que La Cale a été toujours un comptoir qui a été utilisé par les Français, d'abord pour l'homogène, parce qu'il y avait un grand commerce, mais ensuite pour l'achat de blé, l'achat de coton, etc. Et il y avait un autre hôpital au niveau d'Oran, qui a été donc fondé dès la prise d'Oran la première fois, en 1509, par Ximénez. Et ensuite, un deuxième hôpital, c'était une mosquée qui a été transformée, et puis une autre mosquée a été transformée en hôpital. Alors, les médecins de cette époque-là, il y a, que vous connaissez tous, le Bey Mohamed Khbir, qui n'était pas médecin au sens qu'on parle aujourd'hui, mais il était le Bey de la région, c'est lui qui a transféré la capitale, c'est lui qui a récupéré, donc il a libéré en 1792 donc Oran, et de plus, mais il était très versé vers les plantes, et il collectionnait les plantes, et il faisait lui-même des traitements à base de plantes qu'il donnait aux pauvres. Et il donnait également des primes, il donnait de l'argent aux gens qui composaient des manuscrits sur la médecine. Et il y a des cas comme ça qui sont cités. Il y a d'autres au niveau de Tlemcen, au niveau d'autres régions du pays, de Annaba, etc. Mais le plus grand médecin de cette époque-là, c'est Abdelazar Mohamedouche. C'est un homme brillant, qui a été en quelque sorte découvert par Lucien Leclerc, dont il parle, et il a même traduit Keshf al-Rose, et ensuite il a servi de sujet d'une thèse qui a été soutenue en 1905 par Gabriel Collin au niveau de la faculté de Montpellier. Donc c'est un homme extraordinaire, Abdelazar Mohamedouche. C'est vrai que ce qui nous est parvenu, c'est juste le quart d'un livre qu'il a fait. Il a fait une grande encyclopédie, mais en fait, on a pu avoir aujourd'hui que Keshf al-Rose, qui est une sorte de dictionnaire médical ou de thérapeutique médicale, où il cite 900 produits, essentiellement des plantes, mais également des extraits d'animaux et des minéraux qui sont utilisés en traitement. Ce qui a un peu surpris les auteurs européens, qui étaient très critiques vis-à-vis des Algériens, c'est le fait qu'il ait parlé de beaucoup de choses. Par exemple, dans Salihla, c'est un autre livre qui a été retrouvé par Saadallah et qui a été publié, dans Salihla, le Hamadouche est parti au Maroc et il était atteint de paludisme. Donc il a fait une fièvre tierce. Et il raconte comment il a demandé à son garçon, donc il avait quelqu'un qui l'aidait, d'aller dans un magasin et de lui acheter de la quinina. Il lui a ramené de la quinina et il le dit toujours dans sa rihla, il dit la quinina est très amère, donc j'ai été obligé de lui ajouter 2 doses de café et un peu de sucre pour la prendre. Et ça c'est très intéressant parce que c'est des détails extrêmement importants. On sait par exemple que l'armée anglaise, pour donner de la quinine à ses soldats au niveau de l'Inde, a créé le fameux breuvage, comment il s'appelle, les Schweppes. Donc c'était un peu cette origine. Et ensuite on passe à la période coloniale. Alors la période coloniale, comme vous le voyez, tous les auteurs coloniaux sont très critiques de l'Algérie. C'est pour un peu expliquer, pour ceux de la période, pour un peu, pas expliquer, mais conforter l'idée colonialiste que l'Algérie était un pays à coloniser et qu'il fallait le coloniser parce qu'il n'y avait rien. Alors ils le disent. On ne voit pas un seul médecin à Alger, ni dans le reste du royaume. C'est ce que j'ai dit, ça a contaminé un peu beaucoup de nos auteurs.
il est difficile de concevoir que la médecine n'est pas dans un état brillant. Il est inutile de parler de l'état des sciences à agir où il n'existe pas. Et puis la conclusion, c'est Jules Ferry, le 27 mars 1884, dans une allocution faite devant les députés français. Si nous avons le droit d'aller chez ces barbares, c'est-à-dire nous, enfin nous, le grand père, c'est parce que nous avons le devoir de les civiliser. Donc, voilà un peu la conclusion. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce qu'on appelle, à l'époque, le savoir était basé en médecine sur ce qu'on appelle la théorie des humeurs, qui est enfin d'origine grecque et qui est basée sur les 4 éléments qui existent, un peu le feu, la terre, l'eau, etc. Et donc, cette théorie a longtemps été donc la base de toutes les explications. Ensuite, on est passé à la génération spontanée, également une théorie assez fumeuse, jusqu'aux travaux de Pasteur, pratiquement vers la fin du 19e siècle, donc 1895, où on a compris qu'il y avait des bactéries, donc des microbes qui étaient à l'origine, etc., des infections. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons un médecin que très peu de gens connaissent, qui s'appelle Mohamed Ben Chaouad, de Kharaïssia, donc à côté d'Alger. C'était un homme qui a été formé à l'école traditionnelle, donc de père en fils, et qui avait des connaissances extraordinaires en médecine à l'époque. Et donc il s'est présenté à l'école, à l'hôpital du Dey, qui est l'actuel hôpital de Berlouet, c'était une villa du Dey transformée en hôpital. Et il y avait donc, c'était un hôpital pour les officiers uniquement. Et donc, lorsqu'on a vu qu'il parlait très bien de médecine, on lui a ramené un interprète. Et on lui a demandé de venir faire la visite avec les médecins militaires 2 fois par semaine. Et il venait 2 fois par semaine faire la visite jusqu'à la visite de l'arrêt. L'arrêt, c'est des trucs connus. Il y a même le signe de l'arrêt, les médecins connaissent ça. Donc, c'était le chirurgien-chef des armées napoléoniennes. Donc, il arrive et on fait la confrontation entre Mohamed Ben Chaouad, un produit de l'école locale, et monsieur qui est devenu membre de l'Académie de médecine de Paris, etc. Donc, et après cette confrontation, l'arrêt dit à Ben Chaouad, je vous nomme prince des médecins arabes, tellement il a été impressionné par ses connaissances. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Hada Ben Chaouad a été invité en 1855 à l'exposition universelle de Paris, où il a présenté plus de 300 plantes de mémoire. Il sortait les plantes, il décrivait, il expliquait à quoi elles servaient, etc. Donc, c'était une véritable. Et pour vous mettre un peu dans l'ambiance, c'est pour vous dire comment les Français, à cette époque-là, qui nous considéraient comme moins que rien, comment ils expliquaient certaines maladies. Alors, vous voyez, pour le goitre, par exemple, Bertheron, qui a été directeur de l'école de médecine, créée en 1857 à Alger, voilà ce qu'il dit, les Arabes notamment au cou, ils n'avaient pas de bouton au niveau du cou. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de goitre. Par contre, l'arrêt a dit que les jeunes filles dans les Pyrénées, lorsqu'elles mettaient beaucoup de poids sur leur tête, et donc à la fin, elles développaient un goitre. Donc vous voyez, l'explication irrationnelle, pour nous aujourd'hui, c'est pas sérieux. Ou encore Saint-Lager qui disait le manque d'iode n'est pas la cause. Pas du tout. Alors qu'il soutenait ça devant l'Académie de médecine de l'époque. La même chose pour beaucoup de choses. Par exemple, l'abus des plaisirs vénériens entraîne l'apparition de calculs, ou encore marcher beaucoup et ne pas se reposer entraîne la constipation. Donc ça c'est encore pertinent. Donc ça c'est un peu pour vous dire. Ensuite, les Français ont passé leur temps à critiquer, mais en fait, ils ont commis des erreurs monumentales. Par exemple, on a vu de plusieurs types d'épidémies. D'abord le choléra. Le choléra, en 1835, 37, 39, 46, 49, 55, 59, etc., a été dû à l'entrée de militaires malades qui ont été débarqués au port d'Alger. Et ensuite mis à l'hôpital, et ensuite il y a eu les épidémies qui ont... Et certains soldats, voyant beaucoup de leurs confrères mourir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui à l'intérieur du pays. Et ils ont contaminé les populations.
Et donc c'est comme ça qu'on a eu beaucoup d'épidémies, notamment le choléra. Mais il n'y a pas que le choléra. La syphilis, c'est la maladie, les médecins algériens appellent la maladie franque. Donc ça a été ramené par les Européens. Le typhus, la même chose. Alors, pour comprendre un peu ce qu'ils nous racontent, je vous raconte deux anecdotes. La première concerne le choléra. Lorsqu'il y a eu le choléra de 1835, il y a eu plus d'un millier de malades. Ils ont sorti les malades, ils ont bien, vous avez, il y a eu 500 ou 600 morts. Et donc, pris de panique, les officiers, le général en chef, ils ont appelé l'infanterie, ils ont mis des canons dans le ciel, ils ont appelé les soldats avec les mousqueteries, ils ont commencé à tirer, pensant qu'il y a un génie magnifique qui tournait et qui était responsable du choléra. Et cette scène a été rapportée dans une thèse de médecine soutenue au XIXe siècle. Elle existe, hein, c'est pas... pour ce qui est du typhus, c'est la même chose. Vous savez que le typhus, les Français ont ramené des prisonniers, notamment les prisonniers de Sedan, qui ne sont pas sortis de prison 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils étaient pleins de puces. Et certains, on a trouvé même plus de 100 000 puces sur un de ces prisonniers-là. Et donc on les a mis on leur a donné des villages, etc. Donc ils ont fait essaimer le typhus. Et comme ça, il y a eu des épidémies de typhus à l'époque. Et les médecins français, pour expliquer aux gens que le typhus n'était pas méchant, et c'était lié à, disons, comme le tivé, le sang faisait la même chose, c'est-à-dire on n'arrivait pas, il se coagulait dans les veines. Alors on leur a conseillé de danser ou de bouger ou de sauter sur place. Alors il y a un auteur qui disait, Arin Defla, un Collois, il disait entre deux enterrements de gens qui ont été emportés par le typhus, on dansait des valses, pour un peu éviter que nous-mêmes on tombe malade. Donc c'est un peu de certaines anecdotes que j'ai tenu à vous rapporter pour que vous compreniez le niveau de médecine de l'époque. Alors, les bienfaits de la civilisation, pourquoi je suis... j'ai sauté peut-être. Alors, de 1830 à 1909, date de, vous savez que la faculté de médecine de l'Université d'Alger a été créée en 1909. Il y a eu, voilà, c'est un peu l'action civilisatrice de la France. Elle est venue, surtout en matière de médecine et d'éducation, nous former, créer des hommes, etc., former des gens, etc. Il y a eu formation de 11 médecins, de 11 docteurs en médecine. Il y a eu 27 bacheliers de 1830 à 1907. La liste de ces bacheliers, vous la trouverez aux archives nationales. Donc c'est très simple. En 1959, il y avait en Algérie 1954 médecins civils, dont moins de 150 Algériens. Vous voyez, 710 pharmaciens, dont 60 musulmans, et je passe sur le reste. Alors, je voudrais également ouvrir une petite parenthèse pour parler y a-t-il eu un génocide en Algérie au XIXe siècle? Parce que c'est une question très importante. Souvent, les auteurs français ne veulent pas la poser, par risque peut-être de se voir condamnés, etc. Donc, vous voyez, les Français ont toujours affirmé qu'il y avait 3 millions de personnes à leur arrivée en Algérie en 1830. Les auteurs algériens, dans Hamdan Khouja, dans le Miroir, ils parlent de 10 millions. Nous avons d'autres éléments qui montrent que, de toute façon, il y avait plus de 6 millions, 6 ou 7 millions. Comment expliquer, au premier recensement de 1856, il y ait 2 307 000 personnes? Où sont passés les autres? Même en supposant que c'était 3 millions. Une population augmente, elle ne baisse pas. Donc, vous voyez, en 1866, deuxième recensement, plus 300 000 habitants. En 1876, troisième recensement, il n'y a que 2 400 000. Alors l'explication, c'est qu'en 68, il y a eu la grande épidémie, la grande famine, pardon. La grande famine, il y a un livre qui a été fait par Salih Djinadi que je vous invite à lire, Le désastre démographique. Et
il parle, lui, de 1 million de décès, de morts. Et certains auteurs français parlent de 300 000, de 400 000, 500 000 certains. Donc chacun a... Ce qui est important, Salih Djellali a travaillé sur les registres des églises. Donc on ne pense pas toujours à cela. Mais c'est important, parce que les pères, enfin les quelques curés, ont noté certaines scènes. Et une des scènes qui a été racontée, c'était à la sortie de la ville d'Oran, des enfants et des adultes qui couraient derrière des chevaux, donc des soldats sur des chevaux, et chaque fois que le cheval faisait ses besoins, ils prenaient les crottes qu'ils ouvraient en cherchant des grains qu'ils pouvaient trouver qui n'ont pas été digérés pour les manger. Donc c'est des exemples vivants qui ont été ramenés, rapportés par des hommes d'église français. Donc on ne peut pas dire que c'est des agents qui ont raconté ça. Alors la thèse de génocide, on voit les auteurs français qui utilisent le docteur Ricoux, qui était très connu à l'époque, on ne peut pas le nier. Comparé aux Européens, Arabes et Berbères sont certainement des races inférieures et surtout des races dégénérées. Oui. Vers en 1869, la population arabe est condamnée à disparaître dans un court espace de temps. Bertrand lui-même, en 1850, la diminution de la population musulmane en Algérie paraît un fait certain. Villacos, la même chose. Vinet, qui était membre du Conseil général, le peuple arabe meurt, il périt. Donc tout tablait sur la disparition. Donc on ne voulait pas faire comme aux États-Unis, faire disparaître les peaux rouges, entre guillemets, par des assassinats. Ici, donc on a tué tellement, les autres vont disparaître. Alors, bien sûr, on a utilisé les épidémies, on a utilisé la famine pour ça, et je vous donne quelques chiffres sur la composition des villes. Vous voyez Alger qui comptait 75 000 habitants au début du 19e siècle, elles n'ont compté que 35 000 après l'occupation, 12 500 en 1838. Mascate, on disait que Mascala, le peuplement de Mascala peut être comparé au grain du vignoble qu'il y avait autour de Mascara. Donc c'est joli comme comparaison. Il n'y avait que 2800 habitants à Mascara, à la même date, c'est-à-dire à peu près en 1840. Et bien sûr, les naissances, on avait toujours plus de décès que de naissances par rapport chez les enfants surtout. Je vais revenir tout à l'heure. Et donc, comment était organisé le système de soins chez les Français? Il y avait en fait 3 systèmes de soins. Il y avait le système militaire, il y avait le système des colons, et il y avait le système indigène. Le système indigène, c'était laissé aux indigènes eux-mêmes, c'est-à-dire les médecins naturalistes qui travaillaient dans les souks, etc. On avait supprimé les hôpitaux qui existaient, ils étaient surtout dans les avias. Et toutes les avias avaient été prises, enfin la plupart des grandes villes, transformées. Pour citer qu'un exemple, il y avait 165 hôpitaux et avias au niveau d'Alger. À la sortie de l'indépendance, il n'en restait que 5. Donc au niveau de la grande Casbah, je ne parle pas de ce qui a été ajouté par la suite. Et donc, le nombre de médecins coloniaux, donc vous voyez, il y avait 45 médecins français et 25 étrangers, alors que pour les indigènes, on reviendra dans un petit moment. L'hôpital Mustapha a été construit en 52, celui d'Oran en 77 et celui de Constantine les travaux ont commencé en 76. Vous voyez une photo de l'hôpital Mustapha à la fin du 19e siècle et après la réfection en 1930, donc lors des fêtes du centenaire, il a été refait et rebâti, donc c'est ce qui existe. Alors, la pratique de la médecine populaire, elle existe et les Français certains auteurs ont été obligés de reconnaître que la médecine naturelle, la médecine algérienne, la médecine populaire pouvait guérir et nous avons plusieurs témoignages aujourd'hui, malgré bien sûr la somme des témoignages négatifs qui existaient. Il faut avouer avec franchise que la pratique des pilules indigènes, pour ceux qui regardent les blessures d'armes à feu, est sous beaucoup de rapports plus rationnel. Il y avait des exemples. Les médecins militaires français avaient une bonne organisation, ils avaient des ambulances mobiles, etc. Et lorsqu'il y avait des accrochages, donc ils couraient tout de suite à l'intervention. Donc ils s'ouvraient pour enlever les balles. Mais ils ne connaissaient pas les microbes. Et donc généralement, tous les gens opérés faisaient des infections et mouraient par la suite. Donc ils n'étaient pas comptabilisés dans l'intervention
dans la post-intervention immédiate. Mais après, il mourait. Par contre, les blessés algériens, et là nous avons également des témoignages, dont celui du docteur Warli sur les blessés de l'Émirat al-Qadr, ils étaient tous traités. On utilisait des choses qui nous paraissent aujourd'hui un peu bizarres. Par exemple, on prenait du miel pur, on prenait des roseaux de différents calibres, on ouvrait le roseau et on mettait le miel au milieu, on fermait le roseau, puis on faisait chauffer ça. Et on avait des sortes de tiges de miel de différentes grosseurs. Et lorsque quelqu'un était touché par balle, on essayait d'enlever la balle, mais si la balle était trop profonde, on la laissait, et on poussait une tige de miel jusqu'à qu'elle arrive au fond. Ensuite, on ferme et on fait un pansement avec du beurre ou du miel, et on renouvelle Comme on sait aujourd'hui que le miel est bactéricide et également cicatrisant, donc ça marchait beaucoup mieux avec les médecins naturalistes, disons, qu'avec les médecins de l'école française qui étaient diplômés, mais dont les résultats étaient catastrophiques. Furnari également, qui a écrit un livre d'ophtalmologie de 600 pages et qui reconnaît également que la médecine naturelle ou la médecine populaire amenait des choses très intéressantes. Parmi les médecins, donc bien sûr tous se basaient sur les travaux de Abdelrazak Abdel Haladouche, Hamdan Khouja en parle sur les aspects sociaux, surtout de la cité, mais on utilisait également Sidi Khlid. Là on dit quand ça Sidi Khlid, les gens ne savent pas ce que c'est Sidi Khlid. Sidi Khlid, c'est un traité de médecine légale, très important, il faut le lire, mais au détail. Par exemple, si quelqu'un pour traiter un malade le rendait aveugle, voilà ce qu'il faut faire, etc. Donc c'est un livre vraiment très intéressant, mais malheureusement nous on n'utilise pas. Et les Algériens également utilisaient la trépanation. Parmi les techniques utilisées, la trépanation, c'est quoi? On ouvrait le crâne. Donc, lorsque certaines personnes avaient des douleurs intenses, étaient blessées, etc. Et l'un des centres les plus renommés en Algérie, c'était Jebel Chachar, à côté de Constantine, entre Mdaoulouch et Constantine, à peu près. Et donc, on formait des gens. Moi, j'ai retrouvé pratiquement une trentaine de médecins qui ont fait des trépanations. Dans on en a fait 200 et quelques, ou 300. Et il y a plusieurs auteurs français qui ont écrit sur le sujet. Et il y a également Belarbi, le docteur Belarbi, qui a soutenu sa thèse en 1884, qui en parle, qui fait un chapitre sur ça. Et bien sûr, on utilise la médecine du prophète, par les scarifications, les ventouses, etc. J'ai parlé un peu de Mohamed Bechawa, donc je ne vais pas revenir. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que la colonisation contrôler et les médicaments et l'exercice de la médecine populaire. L'un des premiers arrêtés pris par l'armée française en 1830, donc immédiatement après la colonisation, concernait le contrôle des médicaments, pour que ces médicaments n'aillent pas, bien sûr, aux gens qui animaient la résistance. Et vous voyez ici, jusqu'à son interdiction de la médecine populaire en 1896, on a fait plusieurs contraintes, puis on a fini par l'interdire. L'Émir Abdel Khader est un homme exceptionnel. Il dit une phrase très importante. Il est dit dans les livres sacrés que le sultan qui ne rend pas disponible dans son royaume la formation médicale est considéré comme ayant péché vis-à-vis de son créateur. Ça, c'est Emile qui dit ça. Hein. D'ailleurs, il avait l'intention, il avait même préparé les plans de créer une faculté de médecine à Tegden, ainsi qu'une bibliothèque. Il a commencé à ramasser des livres, à acheter des livres, et demander à ses soldats si vous trouvez un manuscrit, de me le ramener, et il leur donnait de l'argent. Ce qu'il faut savoir, lorsqu'il y a eu la prise de la Smala à Taghi, l'Émir Abdel Khader était très loin, donc il est arrivé en courant, et sur la route, il a trouvé des feuilles, des manuscrits qu'il avait entreposés dans la bibliothèque mobile. Il a pu suivre comme ça l'armée française à travers les feuilles qu'il a trouvées dans la...
Et il dit lui-même, c'était la chose qui m'a fait le plus mal, plus que la prise de l'asthme. Et ça, c'est peut-être une phrase amies. Parmi les médiateurs ont également mis en place des règlements. Et que vous trouvez sur la revue africaine de 1864, c'est téléchargeable là, gratuitement, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez voir ça. Comment il a organisé la médecine et les médecins, la formation, les circonscriptions, les hôpitaux dans les circonscriptions, ce que le médecin recevait comme aide, comme argent, etc., son habillement, etc. Et il a même prévu des comités de sélection des infirmiers en prenant en considération l'aspect éthique, le passé de la personne, etc., pour cette époque-là. Hein. Et parmi les médecins qu'il avait, il y a Abdallah Zerwali, qui était bien considéré comme le ministre de la Santé. Il y avait Mohamed Ben Zarqa. Mohamed Ben Zarqa est cité parce qu'à la fin de la résistance de l'Abdelkader, il est reparti à Tlemcen. Il a été tout de suite recruté par les Français. Il était médecin-chef de l'hôpital de Tlemcen. Et il est cité par la Gazette médicale de France à 2 ou 3 reprises pour justement les choses qu'il a fait. D'ailleurs, les Français reconnaissent que c'était lui qui formait les médecins français à l'époque à Tlemcen, alors que c'est un médecin populaire, c'est-à-dire formé sur le temps. Et il y a Mohamed Tounsi qui avait une formation en ophtalmologie. On dit que Warnier a appris chez lui à faire l'opération de la cataracte. Le système de santé au XIXe siècle, on passe au XIXe siècle, parce que le XIXe siècle, on peut dire qu'il n'y avait pas, à proprement parler, une médecine qui était destinée aux Algériens. Donc là, surtout avec pratiquement, disons, l'arrêt de la résistance, ou l'apaisement de la résistance, jusqu'à l'affaire de Miliana, en 1905-1907, et ensuite la Première Guerre mondiale, la France a senti qu'il fallait peut-être donner un peu de l'Est, lâcher un peu de l'Est pour les Algériens, et on a mis en place un programme de création de cliniques, ils ont appelé ça les cliniques indigènes. C'était quoi? C'était des constructions où le lit était fait en, je ne dis pas en béton à l'époque, mais en gypse. Et il n'y avait rien, il n'y avait même pas de couverture, rien. Donc on faisait dormir les gens et on leur donnait n'importe quoi à manger. C'était un peu les hôpitaux indigènes qui ont été créés au début du siècle. Bon, je passe sur, je donne quelques références pour ceux qui s'intéressent au sujet. Ça, c'est un peu pour vous montrer un peu la mortalité qui existait au XIXe siècle concernant les enfants. Et vous voyez que partout, le nombre de naissances était très très inférieur au nombre de décès, ce qui explique un peu la diminution de la population en partie. Donc un peu, vous avez des enfants du début du XXe siècle, donc vous voyez dans quelle misère ils étaient ces enfants-là. Moi, c'est des images, lorsque je les vois comme ça, parfois elles me touchent, donc Alors, quels sont les premiers médecins de l'école française? On a parlé des médecins de l'école traditionnelle. Maintenant, quels sont les médecins de l'école française? Ce qu'il faut savoir que tous les médecins du XIXe siècle, c'était des médecins de familles riches ou de familles de collaborateurs. Donc, ce qui explique qu'ils ont pu aller au collège, ensuite au lycée, et avoir certains, comme Mohamed Nakash, le premier médecin, il a eu une bourse pour aller faire son doctorat à Paris. Donc, donc, vous voyez, 86 lycéens algériens, je ne parle pas de bacheliers, lycéens, 380 en 2014, et ça a augmenté pour passer à 3000 en 1951. Alors, l'école préparatoire, donc en 59, 1859, il y a une erreur, 2 en 67 du 19e siècle, 3 en 69, 3, vous voyez le nombre. Alors que l'école a été faite pour les Algériens, ce sont les Européens qui sont les plus nombreux. À tel point qu'à la fin, lorsqu'on a supprimé l'école de médecine, on a créé l'Institut, il y avait 90 officiers de santé européens qui ont été formés. Parmi eux, 80 ont pu faire un doctorat, parce que l'Algérie ne formait que des officiers de santé avec 3 ans de formation. Ces officiers de santé ne pouvaient pas faire des interventions chirurgicales, ne pouvaient pas faire certains œuvres, et donc travailler sous l'autorité des docteurs en médecine.
Eux, donc, ils voulaient faire docteur en médecine, il fallait qu'ils partent 2 ans à Paris pour soutenir une thèse et revenir. Et donc, ce qui explique un peu ces chiffres-là. Parmi les Algériens, donc certains noms, donc les premiers qui ont fait officier de santé, Qaddoun Ben Ahmed, Ben Boulak Bachi, Wahid Ben Saleh, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en même temps, la France formait également d'autres nationalités. Elle formait pour les Grecs, elle formait pour les Turcs, elle formait pour les Arméniens, etc., les Espagnols, etc. Mais lorsque il y a quelqu'un, Bonzac, qui a pris tous les gens qui ont été formés en médecine durant cette période-là, les Algériens, qui étaient considérés comme le pays choisi par la France pour être colonisé, pour être civilisé, la France n'a formé que 1,21% de médecins, de l'ensemble des médecins étrangers. Je ne parle pas des médecins français. Donc, vous voyez un peu, le premier docteur en médecine qui a soutenu, mais ça reste bon, je reviendrai si vous voulez lors des questions. 1880, le premier médecin tunisien c'est 97, le libyen en 1906 et le premier marocain en 1940. Alors voilà la liste des médecins, les premiers médecins, les premiers 11 médecins formés avant 1909. Les pharmaciens, il y avait un seul dentiste, c'est Boudaka, et il y avait la première sage-femme de 2e classe formée en 1902, Hadjaj Beslout, qui épouse Abou de Médina. Et puis il y a eu formation des auxiliaires médicaux, c'est un nouveau corps qui a été créé au début du XXe siècle. Alors, il faut bien citer bien sûr certains médecins français, parce qu'ils ne sont pas chauvins. Il ne faut pas dire qu'il n'y a que des médecins algériens, il y a quand même des médecins français. Les 4 premiers, ou les 5 premiers, ceux qui sont écrits en noir, ce sont les médecins qui sont nés à l'étranger, donc en France, et qui sont venus en Algérie. Parmi eux, il y a, je citerai Baudin et Maillot. On peut dire que Baudin et Maillot, grâce aux travaux qu'ils ont fait sur le traitement du paludisme, la posologie de la quinine, ils ont réussi à ralentir le paludisme et à le freiner, et donc à permettre la colonisation. C'est pour ça qu'il y a 2 hôpitaux, l'hôpital Baudin-Sauron qui a été fermé, et l'hôpital Maillot à Alger, donc, que vous connaissez. Alphonse Lavéran, c'est celui qui a découvert l'agent du paludisme chez un malade à Constantine. Alors, certaines sources disent que c'est un Algérien, mais pour ne pas dire, même dans la maladie, on ne veut pas citer un Algérien. Ils ont dit que c'est un militaire français chez qui on a trouvé l'agent du paludisme pour qu'il soit mis sur le fichier chez eux. Alors, Jean-Hyacinthe Vincent, donc Vincent, on connaît l'angine de Vincent, ceux qui ont fait médecine, bien sûr. Henri Follet a surtout travaillé au Sud, il a fait un travail remarquable, notamment pour le traitement des infections oculaires. Et Calmette Albert, donc c'est lui qui a travaillé avec Guérin pour mettre au point le BCG que vous connaissez. Et puis ceux qui sont algériens, il y a d'abord Vidal, c'est le sérodiagnostic de Vidal, et les frères Sergent, qui ont été l'un et l'autre ensuite directeurs de l'Institut Pasteur d'Alger. Alors ça c'est premièrement des colonialistes finis, alors qu'ils sont nés en Algérie, et des véritables criminels. Ils ont élaboré une théorie selon laquelle les indigènes sont porteurs de microbes et qu'il ne fallait pas les mettre avec les Européens. Donc on a fait la séparation des classes, on a fait des séparations au niveau des hôpitaux, et même au niveau des villes nouvellement construites, on a construit des villages arabes et des villages nègres à l'extérieur de la ville. C'est pour ça qu'il y a cette différence-là dans les villes. Les villages nègres de séparation. Alors que c'est soi-disant des médecins. Aubagnac qui a mis au point la sous-clavière, c'est lui qui a découvert la sous-clavière, et les autres, Ben Hamou a surtout travaillé sur les transfusions grâce aux Américains en 1942 ici. Le système de santé toujours, donc je parlais des infirmiers indigènes en 1904, les cliniques indigènes, ce sont des hôpitaux de Sandy. Ensuite, à la veille de l'indépendance, il y a eu le fameux plan de Constantine pour un peu créer des hôpitaux, notamment un secteur hospitalier, avec un CHU à Aurore et à Constantine, etc. Mais malgré ça, il y a eu 38 000 lits qui ont été laissés par la France, avec 10 000 lits qui appartiennent soit au Père Blanc, soit au privé, donc en tout 48 000 lits. Donc c'était insuffisant, et c'était des villes concentrées dans les villes à forte prédominance coloniale. Vous voyez, en 1956,
48% des médecins, 39% des pharmaciens, 48% des dentistes étaient concentrés à Alger. Alors que vous avez par exemple une ville comme Annaba, il y avait un médecin pour 25 000 habitants. Donc c'est pour un peu situer le temps. En 1951, pourquoi 51? Parce que les gens souvent vous posent la question pourquoi. Parce qu'à partir de 1951, c'était les préfets qui donnaient les autorisations aux médecins. Et donc on a les listes qui existent au niveau des archives. Avant on n'a pas de liste, on ne sait pas combien il y a de médecins. Donc en 1951, dans toute l'Oranie, il y avait 23 médecins musulmans. À la ville d'Oran, il n'y en avait que 4. Dans le département de Constantine, qui était le plus important du point de vue démographique, qui est le rhin jusqu'à présent, il y avait 32 et le département d'Alger 24. Et comme médecin de la colonisation, il n'y avait que 2 médecins. Un à et un au Front National. Pourquoi que 2? Parce que pour être médecin de la colonisation, il fallait avoir la nationalité française. Et donc, il fallait des torts. Voilà. Les autres praticiens, donc les pharmaciens, vous voyez, il y en avait 12 à Oran, les chirurgiens dentistes, il y en avait 7, en 51 toujours, et les sages-femmes, il y en avait 5 à Oran. Au 1er janvier 51, il y avait 69 médecins musulmans pour tout le pays, et en 1961, il y avait 126 médecins pour tout le pays. Donc ça, c'est des chiffres officiels qui ont existé. Maintenant, en 62, c'est un autre problème. L'université d'Alger, il faut dire que l'université d'Alger a été construite, a été créée en Algérie comme étant une citadelle de la colonisation. C'est pour ça qu'on a été étonné lorsqu'on a voulu célébrer le centenaire de la création de l'université d'Alger. Elle n'a pas été créée pour nous, elle a été créée pour les Blancs. D'ailleurs, sur le fronton de l'université d'Alger, vous voyez 1909, 2009, alors que, heureusement qu'ils ont arrêté la mascarade. Alors, vous voyez un peu les objectifs qui lui ont été assignés. Et j'aimerais ouvrir ce qui l'université d'Alger a encouragé un certain nombre de sujets de recherche destinés bien sûr aux colons pour un peu dépénaliser en quelque sorte les colons. Un des travaux, vous savez, il y avait un psychiatre qui s'appelle Porro. Ce psychiatre, c'est ce qu'on appelle le chef de l'école aliéniste. C'est un monsieur qui était un colon pur sang. Donc il a développé un certain nombre de théories, selon lesquelles, par exemple, que l'Algérien est irresponsable. Pourquoi il est irresponsable? Parce qu'il apparaît comme un homme lobotomisé, c'est-à-dire quelqu'un à qui on a enlevé le lobe frontal. Comment il est arrivé à cette conclusion? Il demandait aux militaires de lui ramener les cadavres, il ouvrait le cerveau, il prenait les cerveaux, il les pesait. Et il comptait également le nombre de circonvolutions qu'il y avait sur le cerveau. Comme les Algériens étaient tous malnutris, et ceux qu'on trouvait dans la rue, c'était des hyper malnutris, les cerveaux étaient moins lourds que les cerveaux des colons. Les colons étaient lourds. Alors il a conclu que le cerveau de l'indigène était un cerveau en quelque sorte lobotomisé, et par conséquent, on ne pouvait pas confier une responsabilité à l'Algérien parce qu'il était incapable de l'assumer. Et voilà, comme ça, ils ont dépénalisé en quelque sorte la colonisation. Les médecins ont été toujours le fer de lance dans la guerre de libération nationale. On le voit par exemple dans les différentes associations qui existaient, comme l'association des étudiants musulmans d'Afrique du Nord. Vous voyez, 1919, le bureau de 1919, la plupart étaient des Algériens parce que l'AMN, c'est les 3 pays d'Afrique du Nord. Et donc, vous voyez, Qasem Belkbili, vice-président, vous voyez tout le monde. En 1929, c'était Mohamed Abbas qui était vice-président. 1944, c'était Chokri Bostrouaï. 1953-54, Sadak Sherif Sabat, qui était responsable de la santé au niveau de la zone autonome en 1960. Le système de formation de santé, bon, vous voyez des fois moins de médecins nationaux que trucs, les études dans la même chose. Pour tous les territoires du Sud, il n'y avait que 14 médecins privés et 22 militaires. Et à Alger, 60% des médecins civils travaillaient à Alger, et 51% des pharmaciens, 49% des chirurgiens dentistes, et j'en passe. Donc pour dire que la médecine coloniale a été une médecine réellement coloniale. Ça n'a pas été une médecine algérienne, et c'est faux aujourd'hui les affirmations des responsables français qui disent n'importe quoi. Donc je passe rapidement à la santé durant la guerre de libération.
Il faut dire que 56 a apporté un plus à la révolution parce qu'il a permis de donner un tonus au maquis en permettant à des étudiants en médecine de rejoindre directement le maquis. Ils ont été nombreux. On pense qu'entre lycéens et étudiants en médecine, il y a eu à peu près plus de 1000 personnes qui ont rejoint le maquis en 1956, après la grève de mai 56. Ces étudiants ont été extraordinaires. Moi, je vous demande uniquement de prendre quelques secondes et d'essayer d'imaginer quelqu'un qui était à Montpellier ou Paris, qui était en 4e ou 5e année de médecine, qui avait toutes les possibilités. Comme disait tantôt notre ami le sénateur, il y avait les booms tous les week-ends, on allait, etc. La vie était facile pour eux, ils avaient tout. Alors ils se retrouvent avec un pathogaz qui ne peut pas changer tous les 3 mois dans le maquis, en mangeant un jour sur 2. Le sacrifice qu'ont fait ces gens-là est un sacrifice extraordinaire. On ne saurait jamais leur rendre hommage. Malheureusement, on ne leur rend pas hommage. Donc, parmi ces gens-là, vous voyez les gens qui sont tombés au champ d'honneur, l'Akhdar Atslan, est-ce qu'il y a un ophtalmologue qui était à Constantine? Il rejoint la wilaya 1 et il tombe au champ d'honneur au moment du passage de la frontière en 1960. Son nom figure sur l'hôpital de Constantine actuellement. Donc c'est pas Cheikh Benbalis, c'est son nom. Ali Aïtidé. C'est le premier médecin urgentiste formé à l'école de Lyon, qui était pratiquement destiné à être un militaire français. Il se retrouve au niveau de la wilaya 4, il est abattu quelques jours après son arrivée à la wilaya 4. Abdelkrim Tijali Delmaji, qui était ophtalmologue à Rabat, qui avait un cabinet. Il ferme son cabinet, il rejoint la wilaya 5 et il tombe au champ d'honneur à côté de Béchar. Abdelkrim Delmaji, qui a ouvert un cabinet à Tiaret, marié avec une Française. Il abandonne tous ses enfants, sa femme, et il rejoint la wilaya 5 et il est mort à la suite d'un bombardement à Tafrana à côté de Saïda. Un homme extraordinaire, le premier médecin abattu par l'armée française en 1956, donc bien avant la grève de 56. Le pharmacien Alawa Benjeloul, qui est le frère de Mohamed Salah Benjeloul de Constantine, un homme extraordinaire également, qui a été défenestré, tué, défenestré, jeté par l'extérieur. Enfin, le pharmacien Al-Akhdar Basri, la même chose, arrêté, torturé et fusillé. Sherif Zahar, qui a été enlevé de son cabinet, jusqu'à présent son corps n'a pas été retrouvé. Taïb Matib al-Ouzani, qui a été abattu par l'OAS dans son cabinet. Le pharmacien Saad Al-Haq, qui s'est sauvé, le pauvre, il était au FLN à Meknes, il reçoit un colis piégé, il l'ouvre, lui, sa femme et sa fille meurent suite à l'explosion. Ismaïl Boudaba également, qui a été abattu par la main rouge. Etc., etc. Ils sont une légion. Mohamed Bouchama, des étudiants médecins qui ont été abattus, qui sont morts, qui sont tombés au champ d'honneur. Rachid Belhoutin, dans l'affaire de l'Alliance. Khalil Amran, également, qui est un 4e année de chirurgie dentaire. Mohamed Robert, Bakir Gedi. Ça, c'est 2 Mozabis, parce qu'on pense que peut-être les Mozabis n'ont pas un tel. Donc, vous voyez que Bachir Gedi, Ibrahim Ben Abdallah Tirishin, Ibrahim Ben Abdallah Tirishin est le beau-fils de Moufti Zakaria. Donc il était marié avec la fille de Moufti Zakaria, il était assistant de Franz Fanon, travaillait à l'hôpital de Franz Fanon. Et Abdelkader Karoum était un étudiant, un jeune étudiant en PCB à Tlemcen, et également, donc il a été tué également en 57. Chérif, on parlait de lui, c'est un étudiant en médecine de 5e année, de Rélizen, qui est mort, et qui est mort 2 fois. La première fois, il était un peu au champ d'honneur. La deuxième fois, à l'indépendance, il y a un escroc qui est venu voir sa mère. Il lui a dit, ça y est, j'ai retrouvé la tente de Chérif. Votre fils, si vous voulez, aller à la tente. Donc, il l'a emmené en voiture. Il l'a tué pour lui voler ses bijoux. Et son nom a été donné à une école primaire à Relizane. L'école a été transformée en gendarmerie et son nom a disparu. Alors, les autres étudiants, les Saad Aïssani, un homme brillant, 4e année de médecine, un homme qui est venu de Kabylie, qui a fait ses études, c'était l'ami intime de Zéro. Et à tel point que lui n'avait pas de bourse, et Zéro qui donnait une partie de son argent, ils habitaient dans la même chambre,
et donc arrêté. On lui a demandé de creuser sa tombe. Il a creusé sa tombe, il a été fusillé à Moscou. Zoumi Daoud Khabria, on en a parlé, première année de chirurgie dentaire, également tombé, qui était avec Saïda. Slimane Asla, qui a été enlevé également, et donc on ne sait pas où il est, donc il a été torturé et tué. Moula Hamine, qui avait pratiquement terminé sa chirurgie dentaire, qui a été abattu par l'OAS. Akli Assio, c'était un étudiant, vous savez, en Belgique, on fait 7 années de médecine, pas 6 années, donc il était en 7e année, il allait terminer en 2-3 mois, et donc il s'apprêtait à partir à rejoindre l'hôpital. Il est descendu de son bâtiment, il était au niveau du hall, ouvrant la porte extérieure, il a été abattu par 2 coups de feu en 60. Les Belges viennent de baptiser une petite rue en son nom. Il y avait beaucoup de politiques qui étaient médecins. C'est-à-dire que les médecins s'intéressaient beaucoup à la politique plus que les sociologues. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous savez, les médecins d'antan étaient tous portés sur la politique. Vous voyez, Brahim Abbas, les autres pharmaciens, Chopé Mouspa, médecin, Lamine de Barry, médecin, qui était ministre des Affaires étrangères du premier GPRA, un homme brillant qui a été écarté, c'est dommage. Jamal Dardour, qui était chirurgien dentiste, Abdelaziz Khaldi, le grand pamphlétaire de Moujahid, il a écrit pas mal de petites choses très intéressantes. Saoud Aïchala, qui est toujours vivant, Ahmed Talib Ibrahim, qui a fait une année de médecine, ensuite il a changé de branche, la même chose que Khmisti, et Ahmed Francis, qui a fait médecine. Alors, le médecin du maquis, voilà, bon, je cite pour rendre hommage à un certain nombre de différentes wilayas. Donc vous voyez la wilaya 4, Youssef Khatib, Jilad Rachmoudi, etc. La wilaya 5, il y a beaucoup, la wilaya 6. Je dirais 2 mots de la wilaya 7 de Nasruddin Ait Mokhtar. Nasruddin Ait Mokhtar est un homme exceptionnel. C'était le professeur de cytologie, chef du service de cytologie de Parler, que j'ai côtoyé lorsque j'étais résident pendant plusieurs années, mais je ne savais pas qui il était. Donc, à un certain moment, il devenait paralysé, il avait une maladie, donc on le ramenait dans une chaise roulante, et très gentil. Lorsque j'ai commencé à faire le livre, à faire des recherches, j'ai découvert là un homme extraordinaire. C'était le chef des commandos de la Fédération de France. Lorsque ça n'allait pas, c'était lui qui, en Luda notamment, l'incendie de la raffinerie de Marseille, l'attaque des commissariats, c'était l'homme recherché, la bête noire, donc le numéro 1. D'ailleurs, les journaux français de l'époque avaient tous ennemi public numéro 1 recherché. Il s'est déguisé en abbé, en curé, et il a pu traverser la frontière et passer en Suisse. C'est un homme extraordinaire. Voilà. Les médecins de l'aéro-frontière, donc vous voyez, on peut résumer, il y a 3 phases. Les autres qui ont rejoint, qui se sont sauvés au Maroc ou à la Tunisie avant 1956, avant l'indépendance du Maroc et de la Tunisie. Mais c'était toujours le gouvernement français, donc ils avaient peur, ils étaient cachés, etc. Mais à partir de 1956, avec la libération de ces 2 pays, donc il y a toute une communauté médicale qui s'est installée au niveau des 2 pays. Et donc, vous voyez le nombre, je citerai Abbas Boudria par exemple, Mourad Selim Taleb, que les gens ici connaissent, bien sûr, Mohamed Farali, Bachir Darouis, au Maroc, Lahsan Azrak, Rafa Alouaj. Lahsan Azrak, pour votre information, était médecin à Skikda. Et lui, il raconte dans ses mémoires, en 1955, lorsqu'il y a eu les événements d'août 1955, il a vu la répression féroce qui a touché les Algériens. Il a décidé de fermer son cabinet, il est parti en France, ensuite il a rejoint le Maroc. La 3e vague, c'est celle de 61, qui a montré les prémices de la division, puisque c'était les médecins qui ont été appelés par l'état-major. Et parmi eux, il y a encore quelques personnes qui sont vivantes, comme Hussein Boujidel, qui est médecin actuellement à Marnida, Mourad Mokhtar Al-Fat, qui est à la retraite au niveau de médecin, et des autres. Donc, les médecins emprisonnés, il y a eu des dizaines, donc j'ai cité quelques-uns, parce que certains ont été emprisonnés avant 1956, comme Tabba et Rachid Hamidou. Hamidou, c'était un médecin qui venait d'avoir son diplôme, il a cherché où s'installer, il n'y a personne, tu peux commencer. Alors, 2 jours plus tard,
Ils sont venus le chercher, ils l'ont transféré par avion à Bécha. Ensuite, il a fait différents centres d'hébergement jusqu'en 1970. Son fils aîné, en son absence, il l'a vu que par la suite. Et d'autres. Ensuite, il y a eu Bafni, il y a eu Sialwa, il y a eu Malik Abefti, les frères Beldibad, Mohamed Akbar Marouche, Ahmed Saleh, etc. Méziane Agassi, pour ces gens de rang, il a été arrêté également à Lille en 1959. Mustafa Francis, Salah Din Ilas, qui était également chef du service de gynécologie au Oran, qui a également été arrêté. Il faisait partie de la troisième vague, mais avant il avait été arrêté parce qu'il était membre de l'IGMA. Le collectif des médecins de Morani, parmi lesquels il y a eu Mustafa Klou, Jafar Rahal, Abdelaziz de Koucha, etc. Qarou Moustra, Abdelkrim Gawal, etc. Toutes ces personnes-là ont fait de la prison durant la guerre. Donc je finis maintenant pour rendre uniquement hommage un peu aux médecins européens qui ont aidé la révolution. Et c'est bien de les citer, en particulier Sylvain Ernest Brett, qui s'est islamisé, il s'est donné le nom de Ziroud, et qui a donc rejoint l'ALS. Il a été un ami de François Hollande, il a été également un ami de Guevara, il a été également un politique parce qu'il a été directeur du département politique du ministère des Affaires étrangères, il a été ambassadeur avant de venir faire de la pneumologie à Oran. Il y a également Daniel Kimsit, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un étudiant, pas en médecine, c'était un étudiant en chimie. C'est lui qui confectionnait les bombes qui étaient remises à Hassib al-Mouali, qui allaient vers le réseau des Sterling. Ça, il faut se rappeler que c'était Dr Minucci, qui est une Française, qui était psychiatre, qui a travaillé au Maroc au niveau de la 5, qui s'est marié avec un officier de l'ALN, qui s'est installé à Tiaret jusqu'à la mort de cet officier avant de repartir en France. Ensuite, nous avons Jérôme Demi, qui était également un assistant de Frantz Fanon, qui a fait l'hôpital de Blida avant de rejoindre Tunis. Michel Martini, qui a été arrêté parce qu'il a hébergé des gens de l'ALN, qui a fait de la prison avant de pouvoir partir en Tunisie. Il y a bien sûr le docteur Cholet, le professeur Colola, qui ont également appuyé la revendication de l'indépendance pendant des années. Le docteur Laribert, pour les Oranais, c'est un homme important. Moi, je souhaiterais qu'il y ait une place au rue Laribert, parce que c'est un homme, même s'il est communiste, c'est un homme qui est extraordinaire. Il y a une clinique, c'est sa clinique, qui a été retapée parce qu'elle a été plastifiée par l'OAS en 1962. Laribert, c'est 4 filles ont fait de la prison. Une a été même violentée en prison, et une de ses filles, devenue professeure de pédiatrie, a été mon maître. Donc, vous voyez un peu, et l'autre s'est mariée avec Al-Hajj, le président du Parti communiste. Et il y a Masbeuf également, qui est un homme extraordinaire, qui s'est islamisé, qui s'est marié avec une Algérienne, et qui a fini sa vie. Il a fait de la prison en Algérie, ensuite il a été déporté à Marseille, etc. Et ensuite, il a été DDS, directeur des affaires sociales à Constantine, pendant des années, jusqu'à la mort à Constantine. Et puis il y a Frantz Fanon, et avec une photo qui est rare, que je vous ai ramenée, qui m'a été donnée par Chéri Bejdi, qui figure sur cette photo-là, si vous arrivez à le trouver, c'est bien. Avant que ses cheveux ne blanchissent. Donc il est au milieu, juste à côté de la femme. Oui. Voilà. Donc parce que c'est lui qui a été chargé, parce qu'il y a eu dans ses wassayas, Frantz Fanon a demandé qu'il soit enterré en terre algérienne. Donc lorsqu'il a été ramené, il est mort à Philadelphie, donc il a été ramené à Alger, à Tunis, et donc ils ont confié ça à la Katiba de Bejdi, de traverser de la frontière et de l'enterrer aux terres algériennes, et ça a été fait comme ça. Et d'ailleurs, il y a le cinéaste et photographe yougoslave qui est avec eux, le monsieur au chapeau, qui est de ce côté-là, et le reste de l'équipe. Voilà, et bien sûr, on m'a dit qu'il ne faut pas parler uniquement des Européens, il ne faut pas oublier qu'il y a également des Arabes qui sont venus aider la révolution algérienne. Il y a eu des médecins marocains, des médecins tunisiens, il y a eu des médecins espagnols, il y a eu des Allemands, Mustafa Müller, qui sont M. Knopp, etc.
Mais il y a également 5 médecins syriens qui sont venus et qui, en 57, et qui sont repartis avec le grade d'officier de l'ANH. Parmi ces médecins, ce n'était pas n'importe qui. Il y avait Nour Demartassi, qui est devenu président de la République syrienne, et qu'on voit ici et derrière. Et il y avait Ibrahim Mahfouz, qui a été Premier ministre également de la République syrienne. Donc c'est un peu pour rendre hommage à tous ces personnes-là. Et je vous donne une photo de la première équipe de chefs de service qui a créé l'école de médecine en Algérie. C'est une photo également rare. Vous voyez Abouloula tenant sa cravate, ou Yahya qui est de ce côté-là, Mansouri, professeur Mansouri, à côté d'Iliar Abeda, Boujida qui est là. Voilà, Yagoubi qui est là, Ilou qui est à côté de lui, Rabbi qui est à côté de la porte.